Bonjour, bonjour à tous. C'était en 2001, à l'échelle du monde virtuel, c'était il y a déjà un siècle. Nous avions consacré un reportage à l'univers des jeux vidéo. À l'époque, cette jeune industrie dépassait celle du cinéma. Elle affichait une croissance arrogante. Nous avions découvert toute une génération de jeunes utilisateurs partout dans le monde qui semblent être nés avec une souris greffée dans la main. Le réseau mondial permet à chaque joueur d'être connecté en temps réel à tous les autres joueurs du monde. Et il y en a 300 000. Quand les Américains se couchent, les Taïwanais se lèvent, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut se connecter et trouver quelqu'un pour jouer. On fait beaucoup de sport, parfois on se laisse aller à une hygiène pas tout à fait irréprochable. On vit un peu comme des morts-vivants, quoi. Lucides, certains l'étaient, mais pas tous, sur ces jeux qui pouvaient se transformer en addiction. Alors quels sont les derniers bouleversements, les dernières tendances des jeux vidéo ? Comment se porte cette industrie qui vit une nouvelle révolution tous les 6 mois? Regardez et surtout accrochez-vous, ça va de plus en plus vite. Voici les nouveaux maîtres du jeu, 11 ans plus tard. C'est une façade austère aux portes de Paris qui cache bien son jeu. Au siège d'Ubisoft, numéro 3 mondial du jeu vidéo, certains salariés sont payés pour s'amuser et pour tester l'un des produits stars de Noël. Il s'appelle Just Dance. Les 3 premières versions de ce jeu, où il faut reproduire la chorégraphie d'un modèle, se sont vendues à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Vous me dites ce que vous aimez pas, comme ça je ferai exprès de vous le mettre. Celui qui mène ses troupes à la manette, Ils sont tous bien en même temps, je sais pas à qui donner le bonus. c'est Alkis, le directeur artistique. Sortie cet automne, la 4e version de Just Dance va s'enrichir à la dernière minute d'une nouvelle chorégraphie. Alkis l'a repérée cet été sur Internet. Il s'agit de Gangnam Style, le clip de Psy, un chanteur sud-coréen jusqu'alors totalement inconnu. Cette vidéo a généré plus de 900 millions de clics sur YouTube. Une partie de mon travail, c'est de faire cette veille pour voir un petit peu quelles sont les tendances, quels sont les phénomènes qui émergent, qu'est-ce qu'on voit émerger sur le net, et puis voilà, donc de faire le choix entre les musiques célèbres que tout le monde connaît et puis les trucs qui vont faire du buzz. On essaye de tout de suite prendre contact avec les artistes, les maisons de disques, les managements d'artistes pour pouvoir tout de suite leur proposer des solutions pour être intégrés dans le jeu. Avant les concurrents ? Bien sûr, toujours. Des solutions ou plutôt une négociation des droits d'auteur de l'artiste et des maisons de disques. C'est une part essentielle du budget d'un jeu comme celui-ci, entre 5 et 10 millions d'euros. Vous me dites quand c'est bon pour vous ? Mieux vaut donc être sûr de ses choix de chorégraphie. Avant d'intégrer Gangnam Style, Alkis a organisé cette dernière séance de test avec Aurélie, une danseuse professionnelle, et Kevin et Damien, 2 programmeurs du groupe. Dans cette expérience, ce sont eux les vrais cobayes. Alkis veut s'assurer qu'ils tiennent le rythme et que tous les pas sont faciles à reproduire. Après 5 minutes d'effort, Damien avoue avoir eu un peu de mal avec l'un des mouvements. Dans les couplets, notamment celui-ci, c'est pas qu'il passe un peu inferne, mais en fait il est pas très lisible avec le traitement qu'on a. Pour le coup, on risque de pas forcément comprendre le mouvement. On fait un petit peu plus 3/4 plutôt pour pas qu'il soit face caméra. Soit on le fait 3/4, soit on garde la boucle qui est la suivante, celle où on fait comme ça pour le coup on n'a qu'un seul step dans le couplet. On fait toujours la même chose. En tout cas, ce qui est cool, c'est que le refrain est vraiment super simple et qu'un gamin de 6 ans, il peut le danser avec sa maman. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. C'est un impératif que ce soit très simple ? Oui, parce qu'il faut que les enfants puissent les danser avec les parents. C'est ce que je viens de dire. De 6 à 96 ans, je pense qu'on a des joueurs de Just Dance qui sont vraiment très âgés et des joueurs de Just Dance qui sont très jeunes. Il faut que tout le monde puisse danser et tout le monde puisse danser ensemble. Dans la ligne de mire de l'industrie du jeu vidéo, la cible s'est donc élargie à toute la famille. Aujourd'hui, un joueur sur 2 est une joueuse et a en moyenne 34 ans. Depuis 20 ans qu'Envoyé Spécial s'intéresse à ces loisirs, il n'y a donc pas que le graphisme des jeux vidéo qui a considérablement changé. Notre premier reportage, c'était en 1992.
Voici à quoi ressemblaient les jeux d'action et d'aventure. Il y en a pour tous les goûts. Classiques, les jeux de tir, à la violence gratuite, à la musique obsédante. Plus étonnant, les simulateurs, ou comment revivre la guerre du Golfe dans la peau d'un pilote de chasse, frisson garanti. Le phénomène du jeu vidéo a pris une telle ampleur qu'un salon lui est désormais consacré. 80% des joueurs sont des garçons, âge moyen 14 ans. Je suis Robocop et bon, je tue là. Donc, par exemple, si j'étais vraiment Robocop, si j'étais dans la réalité vraiment, je pourrais pas. Moi, dans la vie, je peux pas tuer. À l'époque, les maîtres du jeu étaient japonais. Sega et Nintendo faisaient la course en tête. Donatello, Raphaël, Michelangelo, Leonardo, entrés dans le monde de Nintendo. Mais à peine 10 ans plus tard, la France semblait avoir rattrapé son retard sur ses concurrents asiatiques. Parmi les 3 premiers éditeurs de logiciels de loisirs au monde, il y a 2 Français. Des géants nommés Infogrames et Havas Interactive. Et juste derrière eux suivent encore d'autres Français, Cryo, Ubisoft, Titus, Callisto, des noms incontournables sur les écrans du monde. Des entreprises françaises qui partaient à la conquête d'un marché mondial et en pleine expansion. Une ère nouvelle s'ouvre pour l'industrie du divertissement électronique. Depuis un an, le chiffre d'affaires du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma. Cette nouvelle industrie représente 20 milliards de dollars, 140 milliards de francs. Aujourd'hui, les sociétés françaises jouent-elles toujours les premiers rôles? Dans les quartiers nord de Paris, l'un des nouveaux maîtres du jeu nous a ouvert les portes de son studio. En manteau noir, David de Grutola, alias David Cage. Son univers est à la lisière des jeux vidéo et du cinéma. Voici le genre de réalisation qui sort de ce studio. Pour atteindre ce degré de réalisme, David Cage et ses équipes utilisent une technique de pointe. Leur secret de fabrication se cache derrière ce rideau. C'est fini? On peut venir? Donc voilà le plateau. Donc faire très attention de ne pas toucher les structures tout autour, puisque c'est calibré le matin, donc tout le système est réglé au millimètre. Donc dès qu'on touche une des barres, il faut tout recalibrer, ça prend une bonne demi-heure. Et ces caméras, elles vont servir à quoi? Donc il y a 68 caméras qui sont donc tout autour du plateau à 360 degrés et qui vont permettre de capturer les mouvements des acteurs. Donc on ne capture pas leur image, on ne capture pas à quoi ils ressemblent, leur visage, etc. On capture uniquement le mouvement des marqueurs. Ces centaines de marqueurs repèrent et renvoient aux caméras le moindre mouvement, la moindre expression du visage et du corps. Ils sont ensuite numérisés et remodélisés en images 3D sur ordinateur. Une technique, la motion capture, qui a fait ses preuves au cinéma, dans Le Seigneur des Anneaux ou Avatar. Est-ce que c'est agréable de porter tous ces marqueurs sur votre visage? Les seuls qui sont un peu agaçants, ce sont ceux qui sont ici et là, parce que je les vois en permanence. Mais tous les autres, je ne les vois pas, donc c'est pas gênant. Ça va. Ce jour-là, David Cage et son équipe tournent les dernières scènes de leur nouveau jeu à 30 millions d'euros de budget. Une enveloppe digne du cinéma qui lui a permis d'embaucher une actrice célèbre, Ellen Page, héroïne de Juno et d'Inception aux côtés de Leonardo DiCaprio. C'est le 21/53, tech 15. Dans le studio de David Cage, voilà à quoi ressemble une scène de voiture. I don't like it, Jody. No guard on the gate. Empty parking lot. Something doesn't feel right. If I'm not back in 30 minutes, just go. Cole, wait. Chaque séquence du jeu est une réplique exacte des scènes tournées ici. Doute, frayeur, douleur, anxiété, toutes les émotions mimées par l'actrice sont retranscrites dans le jeu et lui donnent réalisme et profondeur. Sorry to wake you, ma'am. Routine check. Can I see your ID, please? ID? Yeah, sure.
Pas question pour nous d'interroger la comédienne. Ses interviews sont minutées et contrôlées par son agent américain. Son partenaire, en revanche, nous parle volontiers de cet univers qu'il découvre pour la première fois. Ça vous a plu? Oui. Au cinéma, vous avez en général des costumes, des décors, toutes les répétitions. Donc c'est plus facile de vous représenter la scène. Il suffit presque de se laisser aller, de vivre le moment. Ça, c'est une expérience excitante, mais différente. Je ne dirais pas que c'est facile. Non, je ne le dirais pas, non. Ce plateau de motion capture est le plus important en Europe. Pourtant, à l'échelle du marché, David Cage fait figure d'artisan. Il a sorti seulement 3 jeux en 11 ans. C'est la technologie qui permet de créer de l'émotion. Et voilà ce qui nous différencie aujourd'hui, ce qui fait qu'on aime ou on n'aime pas nos jeux, mais en tout cas on est les seuls à les faire. Il faut avoir un facteur différenciant. Si on fait la même chose que les autres, il y aura toujours quelqu'un qui le fera mieux, ou alors qui le fera moins cher, ou qui le fera plus vite. Et voilà comment on fait pour exister dans un marché qui est compétitif comme ça. Grâce à un studio comme celui de David Cage, la France est encore à la pointe de la technologie. Mais encore faut-il des cerveaux pour imaginer ces univers fantastiques. Direction Valenciennes, dans le nord de la France. C'est là qu'est installée l'une des plus prestigieuses écoles de jeux vidéo de l'Hexagone. Les créateurs des jeux de demain, ce sont eux. La 5e et dernière année est une école de la patience. Des mois et des mois de travail, les yeux rivés sur l'écran, à retoucher des centaines de fois la même image, pour produire le jeu vidéo qui accrochera l'œil des recruteurs. Aurélien, par exemple, est chargé de la conception du jeu. On appelle ça un game designer. Alors là, on fait du test de niveau, en fait. On conçoit les niveaux comme ça, en très moche. Et ça nous permet de rapidement tester comment les mécaniques elles fonctionnent, en fait. Au bout de 25, 30, 50 tests, on arrive à une bonne version et là, on peut commencer à l'habiller avec des vrais graphismes. Là, il y a quoi comme bug, par exemple? Alors là, il y en a énormément. Par exemple, on peut tomber dans le vide, ce qui produit une chute infinie. Quand ils auront résolu ces problèmes techniques et dessiné les décors, voilà à quoi ressemblera le jeu d'Aurélien et de ses 5 camarades de promotion. Chaque année, 200 élèves sortent de cette école, où Envoyé spécial avait déjà planté sa caméra il y a 11 ans. À l'époque, les étudiants n'avaient pas besoin de chercher du travail. C'est le travail qui venait à eux. Pour pouvoir recruter des élèves de cette qualité, les entreprises françaises sont obligées de mettre les bouchées doubles. Aujourd'hui, c'est Callisto, un des grands studios de développement qui s'y colle. Bonjour. Je m'appelle Aurore Godefroy, ça fait 1 an que je suis chez Callisto à m'occuper du recrutement. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être, d'autres moins, donc pardon pour ceux qui connaissent déjà un peu notre... Le ton est donné, modeste. Face à elle, ces étudiants savent bien qu'ils sont en position de force. Les plus grandes entreprises américaines ont déjà recruté sur les bancs de ces amphithéâtres. Je pense que les prétentions minimales en sortant de l'école devraient tourner autour de 14 000 francs, 15 000 francs. Aux États-Unis, vous gagneriez combien? Je crois que c'est autour de 25 000. L'assurance des anciens étudiants de 2001 fait sourire la promotion 2012. Ce qu'ils disent là, qu'ils ont le choix, que c'est facile pour eux après l'école, c'est toujours vrai? Non. Le milieu a pas mal changé aussi, quoi. Il est devenu beaucoup plus professionnel. Avant, c'était vraiment un milieu de passionnés, des gens qui étaient un peu touche à tout. Un graphiste pouvait faire du dessin, de l'animation, de la 3D. Aujourd'hui, on a un artiste qui va faire uniquement des personnages, un qui va faire uniquement de l'environnement, un qui va faire uniquement des effets spéciaux, etc. Il faut faire un choix, il faut s'y tenir, il faut être excellent dans le choix qu'on s'est fixé, quoi. C'est difficile d'être polyvalent et de rester vraiment passionné, il faut se spécialiser. Pour l'école, ça nous apporte quand même des compétences, mais c'est bouché, quoi. Il faut vraiment se démarquer, avoir le plus de compétences possible si on veut avoir ne serait-ce qu'une petite chance, quoi. La galère de ces étudiants est toute relative. Près de 80% d'entre eux trouveront un emploi à la sortie de l'école. Mais à des niveaux de salaire d'embauche, entre 1 700 et 2 000 euros bruts par mois, qui n'ont pas évolué depuis 2001. Il y a 11 ans, un de ces étudiants nous avait semblé très sûr de lui. Il s'appelait Yann.
Parce que quand on arrive à Callisto, on peut choisir un peu, en quelque sorte l'équipe dans laquelle on va travailler. Par exemple, bon, fin juin, j'ai fini Sup. J'arrive le 1er juillet chez vous. Bonjour, j'aime bien tel jeu. Est-ce que je peux bosser plutôt sur ce type de jeu plutôt que d'autres? Est-ce que les joueurs vont me dire, bon écoute, de toute façon, t'as les schtroumpfs et tu te tais en attendant. Il y a une chose qui va être claire, c'est qu'à l'entretien d'embauche, on va te dire, on t'embauche pour ça. Ça te plaît, ça te plaît pas. Mais on va pas te dire, écoute, viens chez nous, ça va être super. Et puis après, une fois que tu as signé, on te fait bosser sur les schtroumpfs. Ou si t'as pas envie, t'as pas envie. Vous avez pas l'air convaincu par l'argumentaire. Si, au contraire, c'est convaincant. Mais c'est vrai qu'on a le choix. Quand on sort de Supinfocom, on a quand même le choix. Il y a des boîtes de jeux vidéo, il y en existe des dizaines en France, des dizaines en Europe, des centaines en Europe, des milliers dans le monde. Les opportunités sont vraiment nombreuses. Cet étudiant, nous l'avons retrouvé à Paris. Yann a aujourd'hui 36 ans et il s'est mis à son compte, dirige sa propre société et emploie 50 personnes. Yann et son associé ont travaillé très dur pour rester dans la course. 10 ans de labeur, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Et pour survivre, il a fallu revoir ses ambitions à la baisse. Fabriquer 5 jeux en même temps et répondre à des commandes comme ce jeu de pétanque. Ces jeux au contenu et au cahier des charges imposés par l'éditeur représentent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Je peux montrer à gauche, du coup, alors ce que tu as pu faire à droite. Est-ce que tu as mis le fond des boules un peu plus... Tu devrais mettre le fond des boules un peu plus transparent, tu vois, quand c'est vide. Tu fais juste peut-être tourner la boule comme si elle allait skier dans le trou. Tu la fais tourner un petit peu, puis elle s'arrêtera et ça fera l'affaire. À la sortie de l'école, c'est le genre de jeu que vous rêviez de faire ou pas? Ça n'existait pas. Quand à la sortie d'école, moi, j'ai sorti d'école, ça n'existait pas. Et indéniablement, c'est pas forcément ce qui me passionnait. C'est un jeu de pétanque. Mais il y a un moment où on ne peut pas vivre uniquement en se faisant plaisir, en passant des années à investir dans des jeux. Il faut de l'argent, il faut payer le salaire à la fin du mois. L'URSSAF ne fera pas de cadeau. Donc ouais, les jeux de commande, c'est premièrement pour la société une façon d'exister. Nous avons voulu savoir quel regard le chef d'entreprise porte aujourd'hui sur l'étudiant qu'il était. Un peu plus de cheveux et un peu moins de ventre à l'époque. Si le discours de Yann a changé en 11 ans, c'est parce qu'il s'est frotté à la dure loi d'un marché qui n'a rien d'un jeu. On a quand même le choix. Il y a des boîtes de jeux vidéo, il y en existe des dizaines en France, des dizaines en Europe, des centaines en Europe, des milliers dans le monde. Les opportunités sont vraiment nombreuses. Ce que je disais à l'époque, c'était finalement assez vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu aucun problème à trouver travail très rapidement en sortant de Supinfocom. Vous êtes allé où? Je suis allé dans une société de jeux vidéo qui s'appelait Catrix Technologies. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé actuel, qui était à l'époque mon premier patron. Voilà. Et la société, elle est devenue quoi? Elle a plié, comme plein de studios. J'ai déchanté, moi, personnellement, lorsque j'ai découvert la difficulté, la rudesse de cette industrie. J'ai vu à quel point elle évoluait vite, à quel point elle était difficile, à quel point c'était Dallas, ou Highlander, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est un peu l'impression que ça donne. L'industrie du jeu vidéo français sort d'une décennie meurtrière. Parmi les géants de 2001, 8 studios sur 10 ont mis la clé sous la porte. Et notre pays a dégringolé de la 3e à la 7e place au niveau mondial. Le leader mondial, lui, n'a pas changé. Ce sont les États-Unis. Los Angeles, la mecque du cinéma, est aussi celle du jeu vidéo. Sous le soleil californien, des studios de développement attirent les programmeurs et les graphistes les plus talentueux du monde. Et parmi eux, beaucoup de Français. C'est le cas de Christophe Balestra, 38 ans. Il y a 10 ans, il créait des jeux dans sa salle à manger avec quelques copains. Et son avenir semblait bouché en France. Aujourd'hui, il co-dirige Naughty Dog, Chien méchant en français, l'un des plus gros studios américains. En 26 ans d'existence, cette entreprise aurait vendu 300 millions de jeux. Là, ici, c'est toutes les couvertures de magazines qu'on a eues depuis plus de 15 ans. Et ça, c'est les récompenses alors? Ouais, ça, c'est tous les awards qu'on a eus. La majorité des awards qu'on a eus, en fait, c'était pour Uncharted 2. 3 VGAs, je crois qu'avant, le record, c'était 2. Ça, c'est l'équivalent des Oscars ou des Césars, en fait. On en a eu 10 pour Uncharted 2, qui était un record absolu. Les GDC Awards, on en a eu 5 et personne n'en avait eu autant. On a tout raflé. L'année, c'était Game of the Year, Uncharted 2, Uncharted 2, Uncharted 2, tout le temps, quoi. Uncharted 2 est le deuxième volet des aventures de Nathan Drake. L'histoire d'un chasseur de trésors sur les traces de Marco Polo. Les raisons d'un tel engouement de la critique, son rythme explosif qui transporte le joueur jusqu'au bout, sa mise en scène hollywoodienne et sa qualité graphique.
Désormais, à chaque nouveau jeu, Christophe Balestra est attendu au tournant. Dans quelques heures, justement, un extrait de sa nouvelle création, The Last of Us, le dernier d'entre nous en français, va être présenté à des centaines de journalistes. Ça va être cool. On est les premiers, n'est-ce pas? Non, on est les derniers. On boucle le show. C'est ça qui est génial. On a tout regardé à la loupe. On a observé chaque micro-détail. Ça devrait bien se passer. Sans soucis, sans accroc, sans panne. Ça? Pourtant, un bug de dernière minute inquiète Christophe. Alors, on en est où avec ces taches de sang? On pense qu'on a trouvé ce qui se passe. Ok. Et le sang qu'on voit ici, après qu'il se fait taper, en fait, n'était pas là, n'apparaissait pas. Parce qu'en fait, le sang coule, en fait, le long. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on a eu le problème. On s'en est rendu compte juste au dernier moment. C'est typique. Alright, gotta go. À ce niveau-là, la démonstration doit être parfaite, jusque dans les moindres détails. La pression est forte, les coûts de fabrication considérables, plus de 40 millions d'euros. C'est un budget assez conséquent quand même. Hein. On parle de dizaines de millions d'euros pour faire des jeux comme ça, avec des gros aussi budgets marketing. C'est une industrie à part entière. On génère plus d'argent peut-être que certains films, même sûrement. Quelques heures plus tard, Christophe Balestra va se retrouver face à 6000 journalistes venus du monde entier. Dans l'industrie du jeu vidéo, communication et marketing sont un budget essentiel, jusqu'à 50% du coût total d'un jeu. Les premières images sont enfin dévoilées à ce public d'avertis. Joël et Ellie, la jeune adolescente, font alliance pour survivre dans un monde en ruine. Ils se battent pour récupérer des armes et des vivres et luttent contre le reste de la population décimée par la peste. Quelques minutes seulement de bande-annonce. Mais déjà, le graphisme et la mise en scène dignes d'un long métrage hollywoodien en captivent plus d'un. Et notamment ce blogueur, fan de hip-hop et de jeux vidéo. Je suis tellement fier de vous, les gars. C'est incroyable ce que vous avez fait. Dieu vous bénisse. Je continuerai à encenser votre travail. C'est dingue. C'est un honneur. Merci. Ce jeu à plus de 40 millions d'euros ne sortira qu'au printemps 2013. Mais sa durée de vie commerciale sera courte, 1 an en moyenne. Car après, il risque bien d'être dépassé par les dizaines d'autres jeux sortis entre-temps. Quand tu vois comment les jeux étaient au tout début et comment les jeux sont maintenant, ça évolue tout le temps, mais c'est dur, parce que c'est énormément de travail et puis énormément de doutes. Et on doute tout le temps, mais c'est bien, c'est motivant. Et ce marché à 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution technologique. Car à côté des traditionnelles consoles de salon, d'autres manières de jouer sont promises à un bel avenir. Il s'agit des jeux sur mobile et des jeux sur les réseaux sociaux. Certains connaissent déjà un succès fulgurant, Farmville par exemple. Chaque mois, 47 millions de fans se connectent sur Facebook pour y faire pousser du maïs et des carottes virtuelles. Ou encore Angry Birds, des oiseaux en colère contre les cochons verts qui leur ont volé leurs œufs. Ce jeu finlandais est aujourd'hui le jeu le plus vendu au monde, plus d'1 milliard de téléchargements sur Internet. Des chiffres qui ont ouvert l'appétit des plus gros studios traditionnels comme le français Ubisoft, le numéro 3 mondial du secteur. Pour l'occasion, Ubisoft a même ressuscité sur téléphone portable son célèbre héros des années 90, Rayman. Il suffit d'attraper les boules lumineuses au bon moment. Hop, là j'en ai raté un. Vous passez les niveaux avec un maximum de récompenses qui sont des diamants. Le marché des smartphones et tablettes devient gigantesque. 1 milliard d'appareils vendus cette année, un autre milliard prévu l'année prochaine, voire 1,2 milliard. Et la possibilité pour Ubisoft de toucher des pays qu'on ne pouvait pas toucher auparavant par la distribution classique. Comme lesquels, par exemple, vous vendez où? On vend en Afrique, Botswana, en Amérique du Sud. Sur ce marché mobile, la France a sans doute une carte à jouer. Avec quelques 250 jeux de cette sorte créés l'an dernier,
Elle se place déjà au 3e rang mondial. Mais ce nouveau modèle économique reste fragile. Depuis 1 an et demi, Maud a rangé ses consoles de jeux au placard. Et aujourd'hui, elle n'a même plus besoin de rentrer chez elle pour s'adonner à son sport favori, construire des villes sous-marines virtuelles sur les réseaux sociaux. Cette tablette, ça fait longtemps que vous l'avez? 2 semaines aujourd'hui. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc justement pour jouer plus facilement. Avant, j'avais un ordinateur portable, mais c'était trop lourd en fait, donc je suis passée à la tablette. Vous l'avez acheté exprès pour jouer? Ouais, exprès pour jouer. C'est quand la dernière fois que vous avez joué? Ce matin, vers 8h15, juste avant de partir au travail. De retour à la maison, Maud retrouve ses enfants. T'as pas ma doudou. Mais à peine arrivée, elle va se reconnecter au réseau social pour jouer à nouveau. Cette fois-ci, c'est sur son ordinateur qu'elle replonge. Il lui suffit d'aller sur sa page Facebook et de chercher le nom de son jeu favori pour retrouver sa partie. Dans Atlantis Fantasy, Maud incarne une déesse qui aide Poséidon à reconstruire une cité sous-marine engloutie. Donc en fait là les parties sombres c'est les parties qui m'appartiennent pas et les parties allumées c'est les parties que j'ai achetées en fait. Donc là par exemple j'ai agrandi ma cité par là et en fait je suis arrivée à un monument à reconstruire mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant donc je peux pas le reconstruire en fait. Ce soir-là, Maud va jouer pendant 1 heure sans débourser le moindre centime. Si ce jeu est gratuit d'accès, comment se rémunère le studio qui l'a créé? Pour le comprendre, il faut cliquer sur la boutique, où les achats ne sont plus uniquement virtuels. Pour 115 $, Maud pourrait s'acheter avec sa carte bleue ce lot de 1000 perles par exemple, qui lui permettrait de construire sa ville beaucoup plus rapidement. Mais comme beaucoup de joueurs, Maud n'a pas délaissé sa console pour dépenser plus. Voilà. Vous êtes sage. C'est sûr que gratuit c'est bien, au moins je peux y aller quand je veux et faire ce que je veux. Mais bon, payant aussi ça peut être bien mais pas trop cher parce que c'est excessif, 60 €, 70 € même un jeu neuf, c'est vachement excessif pour ce que c'est quoi. Des joueurs comme Maud qui ne font jamais aucun détour par la boutique, cela ne fait pas les affaires de la société qui a fabriqué Atlantis Fantasy. À sa tête, Frédéric Doumic. En France, elle fait figure de pionnière car c'est elle qui la première a lancé un jeu sur Facebook, Totally Spies, un jeu d'aventure où 3 collégiennes jouent aux agents secrets. Ah non mais il fonctionne bien. À l'arrivée, 4 millions de fans sur Facebook, mais un chiffre d'affaires insuffisant pour rentabiliser la création de ce jeu. Alors, pour son prochain jeu, Frédéric Doumic a changé de stratégie. Dans Compagnie, le joueur entrepreneur apprend à monter sa propre société et à la faire perdurer. Signe particulier, il emprunte uniquement au Crédit Agricole, s'éclaire toujours grâce à EDF, recrute en permanence via Manpower. Ces entreprises financent à 80% la fabrication du jeu et s'en servent donc comme d'un support publicitaire. Vous avez déjà les premiers retours sur quelle est la perception, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Bien sûr, les 15 personnes qui ont participé au Focus ont pu restituer toutes les marques sans aucune hésitation. Parce que la mémorisation des marques était, sauf une pour Groupama. Ouais, c'est ce type de jeu-là l'avenir. Oui, c'est une des directions d'avenir. Ouais, ça, nous, on y croit vraiment. Une des directions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que il y a tout un public qui dans Facebook ne paye pas et qui n'est pas aujourd'hui monétisé. Et c'est un moyen de monétiser ce public qui ne paye pas et de faire des jeux qui demandent moins de joueurs. Un avenir bien incertain. Dans Compagnie, aucun dépôt de bilan n'est prévu. Mais dans la vraie vie, la société de Frédéric Doumic est aujourd'hui en grande difficulté financière, comme la plupart des studios qui ont investi ce créneau des jeux mobiles. Car sur 250 jeux sortis chaque année en France, seulement 4 sont rentables. Bonjour Nicolas Gaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce monde du jeu vidéo, vous baignez dedans depuis des années. Vous avez 19 ans lorsque vous fondez avec quelques copains du côté de Bordeaux une première entreprise de jeux vidéo. Puis ce sera l'aventure de Callisto avec de grands hauts et puis des bas. Et aujourd'hui, vous êtes président du syndicat national du jeu vidéo en France. Et vous êtes à la tête, alors pas période de crise, c'est plutôt une chance, à la tête d'un secteur qui est très florissant. 3 milliards de chiffre d'affaires en France. Ça crée combien d'emplois ? Ce secteur. En France, on a à peu près 200 entreprises qui travaillent dans la production de jeux et à peu près 5000 salariés. Directement, et on estime entre 10 et 15 000 le nombre de salariés qui aujourd'hui tournent autour de la création de jeux. Alors il y a tout de même un revers à cette médaille. En France, 20 à 30% des entreprises qui se lancent dans le jeu vidéo ne tiennent pas le choc.
contrairement à l'Allemagne, à l'Angleterre, où il y a moins de chutes, si je puis dire. C'est un univers très concurrentiel, un univers dans lequel il y a des retournements de marché extrêmement rapides, des modèles économiques qui sont très exigeants en financement, et on a le double inconvénient en France d'avoir peut-être moins d'appréciation de l'enjeu du financement des entreprises, plus de contraintes. Puis après, on a besoin de certaines flexibilités, sans parler de gros mots, mais pour des entreprises dans notre secteur, c'est parfois très difficile de s'ajuster, de grandir en taille très vite, de réduire les tailles d'une équipe, ce qui fait qu'on a une mortalité très supérieure à d'autres pays européens. Alors, il y a quelques années dans cette industrie ressemble à des siècles. Hein. On le voit dans le reportage, on étions à l'époque de la console de jeu. Aujourd'hui, on en est évidemment au jeu sur les téléphones portables. Alors, demain, l'avenir, ce sera le jeu gratuit, vous pensez? Oui, c'est un modèle qui correspond aux usages notamment des plus jeunes. On a aujourd'hui beaucoup de jeux qui sont extrêmement lourds à financer et qui sont vendus 60-70 € en magasin. Ce sont des prix très élevés. Et il est vrai que sur téléphone mobile, dans le monde du web, des jeux gratuits dont on va effectivement payer certaines fonctionnalités un peu plus tard dans le jeu, ce sont les modèles contemporains. C'est des modèles qui sont nés en Asie où le piratage est assez endémique, donc effectivement ils sont assez adaptés aux nouveaux usages. Alors une étude récente étrie quelques clichés sur la façon dont les Français usent, parfois abusent des jeux vidéo. Alors justement le phénomène n'est pas nouveau, mais il touche beaucoup de ces jeunes adolescents. On sait que certains deviennent très vite accros aux jeux vidéo. On va tout de suite regarder ensemble un reportage. Quelque part, dans le nord de la France, nous avons rendez-vous avec un vétéran. Depuis le canapé de sa chambre, Roman, 16 ans, a fait le Vietnam et la Seconde Guerre mondiale. Armé de sa manette, Roman devient SWAT Elite 7 dans l'univers virtuel de Call of Duty, le jeu de guerre le plus vendu au monde. C'est une vue comme si on avait vraiment l'arme dans les mains. C'est pas une vue de derrière ou de dessus. Et on a l'impression d'être le visage de la personne, qu'on a ses mains et l'arme dans les mains. Là, je suis en ligne, je suis en match à mort par équipe. Grâce à sa connexion Internet, lui et son équipe, sa team, peuvent s'entretuer avec des joueurs du monde entier. Souvent, c'est des parties de 12, 6 équipes, 2 équipes de 6. Les gars de ma team, ils sont français. Et après, les autres, je sais pas. Là, je vois un gars qui s'appelle Ita, je sais pas quoi, c'est sûrement un Italien, il y a plein de gens. Et souvent, quand je joue la nuit ou quoi, je tombe sur des Américains ou des Espagnols. Il y a vraiment de tout. Ce soir-là, SWAT Elite 7 ne passera que 4 heures sur le champ de bataille. Delta, autorisation d'engagement. C'est peu pour un adolescent qui, il y a encore quelques semaines, n'arrivait pas à raccrocher sa manette. Je sortais plus beaucoup, je jouais, je dormais, je jouais. J'étais carrément décalé et renfermé dans les jeux. Je jouais jusqu'à 11 h du matin sans avoir encore dormi. Je me couchais vers 11h30 du matin. Je dormais toute la journée jusqu'au soir et je me réveillais au soir. Tu voyais plus ta famille du coup non plus à l'époque? Non, puisque la plupart du temps quand je me réveillais, ils allaient se coucher. C'était bonjour, bonne nuit, et voilà. Roman jouait jusqu'à 15 heures par jour et il n'allait plus en cours. Bonsoir. Désarmés, ses parents ont fini par demander de l'aide. Comment vous allez? Ça va et vous? Très bien, très bien. Je joue que le soir, la journée je joue pratiquement plus, je suis tout le temps dehors. Depuis 6 mois, Roman et ses parents sont suivis par un psychologue et un éducateur d'une association spécialisée dans les addictions chez les ados. Tu te rappelles la réflexion que je t'ai faite quand je suis venu chez toi? Qu'on n'a pas la notion du temps dans la chambre. Qu'il n'y avait aucun repère de temps dans ta chambre en fait. Il n'y a pas de réveil, pas d'horloge. Et je t'ai dit, ça fait penser à un casino. Il n'y a pas de repère de temps. Quelques conseils de bon sens qui ont aidé l'adolescent selon son père. Son addiction, enfin, je vais pas dire qu'elle baisse, mais comme il dit, il gère un peu mieux. C'est-à-dire que parfois, ça arrive qu'il me dit, bon bah écoute, je vais jouer jusque minuit, 1 h, je te promets, après j'arrête. Et c'est vrai que de temps en temps, je vais faire un petit saut dans la chambre et puis je vois que c'est coupé et tout. À partir de quand il faut s'inquiéter?
Quand les autres aspects de la vie sont désinvestis, quand, je sais pas, si on prend l'exemple d'un adolescent, c'est quand il commence à plus partager les repas, quand il commence à être en difficulté par rapport à la scolarité, quand il va plus au foot le dimanche avec les copains, quand il sort plus, quand il passe plus de temps dans sa chambre qu'ailleurs, enfin, etc. Je pense que c'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que la solution, c'est d'empêcher l'adolescent de jouer ? Je pense pas que ce soit d'empêcher de jouer, c'est pas parce qu'empêcher de jouer, enfin c'est le privé d'un plaisir qui prend. Après c'est effectivement de travailler avec la famille pour essayer d'instaurer en fait des règles qui vont permettre de réguler la pratique de jeu. Aujourd'hui, Roman a trouvé ses limites et aussi sa voie. Il veut s'orienter vers un CAP de coiffure. Une réaction à ce reportage ? Écoutez, je vois la sortie de cette période compliquée pour ce jeune homme, mais c'est effectivement ça interpelle nécessairement. Après, je crois en tout, on peut avoir des usages excessifs et je pense que c'est compliqué parce qu'il y a une vraie fracture numérique entre des parents qui ne connaissent peut-être mal cet univers, qui ont peut-être moins de réflexes que devant une télévision où ils savent trier les programmes qui conviennent à leur enfant ou pas, qui savent gérer le temps qu'on passe devant la télévision, là, et c'est effectivement un sujet qui fait réfléchir. Et alors, est-ce que parfois la classification ne peut pas avoir un effet contraire à celui recherché justement dans ce jeu Call of Duty, qui est un jeu de simulation de guerre réputé très violent, qui est un jeu pour adultes déconseillé au moins de 18 ans. Est-ce que justement cette étiquette n'attire pas encore plus les jeunes qui cherchent l'interdit? Écoutez, ça a été une initiative des professionnels que de mettre en place un système de classification qui avait une certaine exigence. De fait, le jeu dont on parle est interdit, déconseillé au moins de 18 ans. La vérité, c'est qu'effectivement, on voit cet effet, vous avez absolument raison. Et là encore, c'est aux parents d'arriver à trouver les référents et la capacité, ce qui n'est pas toujours simple, j'en conviens, mais effectivement, peut-être qu'il s'agit de faire évoluer certains éléments de la classification. On y réfléchit entre professionnels. Alors, quelles sont vos recommandations pour bien jouer, pour ne pas devenir esclave du jeu? C'est une question de gestion du temps. Je crois que le psychologue l'a dit dans le reportage. C'est très important pour les parents de délimiter des temps de jeu, de ne pas laisser les enfants jouer à des jeux qui ne sont pas de leur âge. Mais qu'est-ce qu'un bon temps de jeu? Parce que il faut pas ça va dépendre du temps de jeu. Je parlais avec des parents qui me disaient, moi, quand j'arrête la télévision, eh bien, il y a un temps défini, etc. C'est vrai que j'avais un parent qui m'avait précisément dit, j'ai dit à mon j'ai interrompu la partie de jeu d'un de mes enfants. Il s'est mis à hurler parce que j'avais interrompu quelques minutes avant un point de sauvegarde et les 30 minutes de jeu qu'il avait pratiqué se retrouvaient anéantis. Donc c'est vrai que c'est là aussi une expérience qui est difficile dans la mesure où le père ne connaissait pas le jeu et donc ne savait pas apprécier exactement là où il fallait arrêter et cadrer. C'est aussi souvent un cadrage qui doit avoir lieu quand on est plus enfant, parce que quand on est adolescent, il y a une autonomie, il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles à imposer. Donc c'est pas effectivement des moments toujours simples, mais on va revenir aux choses basiques, gestion du temps et gestion des jeux auxquels on joue. Merci beaucoup Nicolas Gau, merci d'avoir partagé avec nous votre passion du jeu vidéo. C'est la fin de cette émission et merci à tous de l'avoir suivi. C'était la dernière de l'année 2012. Toute l'équipe d'Envoyé spécial La Suite vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. François Joly, Hugo Plagnard, Vincent Magnier, Caroline Corbasson, Stéphanie Ansart, Élise de Bivic et moi-même, nous serons très heureux de vous retrouver en 2013 pour de nouvelles suites des reportages d'Envoyé spécial tous les samedis à 14 h. Très bel après-midi sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur France2.fr.